D'abord, un fracas, comme si la terre elle-même s'écroulait. Puis, un sifflement dans l'air, et un instant plus tard, un bloc de pierre, lourd comme une forge entière, s'écrase contre le mur. Les pierres volent à la vitesse d'une tornade, laissant dans l'air des traînées de poussière et de mort. Les historiens ont écrit que ces boulets de pierre pesaient jusqu'à 25 kg et volaient sur plus de 300 mètres. Ce n'est pas une métaphore, ce sont des faits enregistrés par les ingénieurs militaires romains. Et ce n'était pas un homme qui contrôlait ce monstre, mais une machine que les Romains eux-mêmes ont surnommée l'âne sauvage, l'onagre. Mais pourquoi un âne précisément? Pourquoi pas un taureau, pas un lion, pas une bête plus forte? Dans ce nom réside l'essence même de son caractère. L'onagre est une machine de jet de l'ancienne Rome, une variété de catapulte utilisant le couple de faisceaux tordus. Sa puissance naissait d'une fureur contenue, comme si la terre elle-même repoussait le projectile. Les Romains disaient que son coup était semblable au coup de pied arrière d'un âne sauvage, vif, imprévisible, écrasant. Et cette comparaison s'est avérée plus précise que toute formule. Imaginez un camp romain, des lignes droites de tentes, le bruit des marteaux, l'odeur de la poix. Au pied même du mur de la forteresse, une tour en bois, à côté, plusieurs hommes actionnent de lourds treuils. Le grincement s'intensifie, les cordes se tendent, le bois gémit. Et voici une explosion de silence, une secousse énorme, le cadre en bois est brusquement projeté en arrière, et la pierre s'élance dans l'air, laissant derrière elle poussière et écho. Chaque tir d'onagre est comme le coup du marteau du destin. Les découvertes archéologiques confirment l'existence de telles machines dans les camps romains sur des territoires allant de la Bretagne à la Syrie. Leurs vestiges ont été trouvés à côté de boulets de pierre et d'éléments de fixation métallique. Mais l'idée même de lancer des blocs de 20 kg sur 300 mètres n'est pas née d'un désir d'étonner. C'était une arme de désespoir et de discipline. Quand les Romains ont été confrontés à des forteresses imprenables de l'Orient, les béliers et les échelles ordinaires ont cessé de fonctionner. Alors ils ont tourné leur esprit vers la force mécanique. Les sources romaines mentionnent que la première version de l'onagre a été créée vers la fin du 1er siècle avant notre ère, pendant une période de sièges actifs en Asie mineure. Polybe et Vitruve décrivaient les principes de fonctionnement des machines utilisant des faisceaux torsadés faits de cheveux ou de tendons. Ces faisceaux tendus donnaient au levier une tension colossale et transformaient une simple pierre en un projectile mortel. Les reconstitutions modernes montrent que le tir était accompagné d'un son que l'on peut comparer à une salve d'artillerie. Mais chaque merveille mécanique avait son propre génie romain. Un homme qui voyait dans le bois et la corde non pas de simples matériaux, mais une arme. Au quartier général de tout camp de campagne, il existait une fonction d'ingénieur, appelée Architectus Ballistarium. Il était responsable de toutes les machines de jet, de leur calibrage et de la précision du tir. De ces calculs dépendait non seulement la victoire, mais aussi la vie de cohortes entières. Chaque ingénieur savait, une erreur d'1 degré dans l'angle d'inclinaison, et la pierre ne détruirait pas le mur mais frapperait les siens. C'est pourquoi les Romains traitaient les onagres comme des êtres vivants. Ils les nourrissaient de graisse, lubrifiaient les roues, vérifiaient les cordes avant chaque tir. Un faisceau cassé pouvait entraîner une catastrophe. Les planches éclataient, les éclats volaient, les soldats périssaient à côté de leurs propres armes. Tout cela faisait de l'onagre non pas une simple machine, mais un symbole du caractère romain, précis, obstiné et capable de transformer la patience en une force destructrice. Mais avant que cette machine ne devienne une légende, Rome a parcouru un long chemin, des simples tours de siège aux merveilles mécaniques, où la physique est devenue l'allié de l'Empire. Et c'est sur ce chemin que les Romains ont compris, la force, ce n'est pas seulement les muscles des légionnaires, mais aussi la corde tendue faite des cheveux de leurs ennemis. Le soleil brûlait la plaine uniforme, et les légionnaires romains tiraient pas à pas, le long de la route poussiéreuse, de lourdes poutres et des faisceaux de cuir. L'Empire avançait vers l'est, dans des terres où les villes érigeaient des murs de l'épaisseur de plusieurs hauteurs d'hommes. Et ici, sur ces bastions de pierre, ce n'était pas seulement la force des légions qui était mise à l'épreuve, mais aussi le génie de leurs ingénieurs. Les historiens ont écrit que c'est précisément sous le règne de l'empereur Auguste, vers la fin du 1er siècle avant notre ère, que les Romains ont porté l'art des machines de siège à l'extrême précision. Parmi ces inventions, l'onagre est devenu non seulement un instrument, mais un signe d'une nouvelle ère militaire, où la victoire était décidée non par les cris des soldats, mais par le calcul des angles et des trajectoires. Celui qui voyait l'onagre pour la première fois ne pouvait manquer d'éprouver peur et admiration. Sur le champ se tenait un cadre en bois de la taille d'une charrette, renforcé par des anneaux de bronze.
Au centre, un montant vertical avec un puissant levier, à l'extrémité duquel était fixée une fronde en cuir pour la pierre. Tout cela était maintenu par des faisceaux de tendons torsadés, imprégnés de graisse. Lorsque le levier était tiré vers le bas par des treuils, la machine semblait se figer dans une tension furieuse, comme une bête sauvage avant de bondir. À cet instant, les soldats s'écartaient. Ils savaient que l'âne ne pardonnait pas les erreurs. C'est précisément cette tension qui est devenue l'essence du terme torsion, le principe selon lequel fonctionnaient les catapultes romaines. L'énergie de torsion est la force qui naît de la torsion de faisceaux élastiques. Les Grecs la connaissaient déjà, mais les Romains l'ont portée à la perfection. Chaque faisceau était composé de centaines de brins, le plus souvent de crins de cheval ou de tendons d'animaux. Ils étaient graissés pour éviter le dessèchement et remplacés après chaque siège majeur. C'était une mécanique vivante, chair, bois et métal dans un seul système. Les reconstructeurs modernes ont calculé que la tension des faisceaux dans un grand onagre atteignait plusieurs tonnes. Lors du tir, le levier propulsait la pierre à une vitesse de plus de 100 km/h. En frappant le mur, un tel projectile perçait la maçonnerie et provoquait un effondrement. Les ingénieurs romains notaient que l'angle de tir devait être d'environ 45 degrés. C'est précisément ce qui permettait de lancer le boulet sur 300 mètres. Ces chiffres ne sont pas une légende. Les calculs concordent avec les fragments de machines trouvés par les archéologues et les descriptions de Vitruve, architecte militaire romain. Mais derrière chaque tir se tenait une équipe de 6 à 8 hommes. L'un vérifiait la tension, deux manœuvraient les treuils, un était responsable de l'approvisionnement en pierre, et deux autres assuraient le mécanisme contre la rupture. Le commandant donnait l'ordre en levant un bâton de bois, et l'air se remplissait d'un son semblable au craquement du tonnerre. Après le tir, l'âne reculait, brisant parfois même les butées. Ce recul a donné son nom à la machine. Elle se débattait comme un animal sauvage. Chaque légion possédait une batterie entière de telles machines, dirigée par un officier appelé préfet des balistes. Sa tâche, coordonner le feu, en établissant le rythme des impacts, tel un orchestre de guerre. Des centaines de pierres volaient en arc, brisant les tours et les portes. Là où auparavant l'assaut durait des semaines, une seule journée suffisait désormais. Tite-Live écrivait que lors du siège d'Amida, une seule salve d'onagre détruisit une tour de 10 coudées d'épaisseur. Même les ennemis reconnaissaient. Les Romains avaient transformé la guerre en science de l'ingénierie. Mais cette science avait aussi son côté sombre. Pour assembler un onagre, il fallait environ 300 kg de bois et de fer. La livraison des faisceaux, qui étaient fabriqués à partir de tendons d'animaux, prenait des semaines. En conditions de marche, les machines devaient souvent être démontées et transportées à dos de mulet. Chaque pierre pesait 20 ou 25 kg, ce qui signifie que même une seule salve nécessitait les efforts d'une dizaine de soldats. Les légionnaires ne faisaient pas que combattre. Ils construisaient, tiraient, lubrifiaient, calculaient. Et dans cette combinaison de travail et de mort naissait l'image de Rome, un empire qui ne connaissait pas de limites, tant qu'il pouvait les mesurer par le nombre de pas et la tension d'une corde. Mais la puissance de l'onagre ne résidait pas seulement dans la physique, elle portait avec elle la peur. Les ennemis des Romains racontaient qu'au premier tir, les murs semblaient trembler au cri d'une bête invisible. Les pierres, tombant du ciel, provoquaient la panique. Personne ne comprenait d'où elles venaient. L'effet psychologique était colossal. Même si la machine ne touchait pas sa cible, sa présence brisait la volonté des défenseurs. Les chroniques rapportent que lors de certains sièges, les ennemis se rendaient rien qu'en voyant les légionnaires installer leurs machines. Et pourtant, malgré sa puissance, l'onagre restait un allié inconstant. Il était capricieux, dépendant de l'humidité, du vent, de l'état des faisceaux. Parfois, lors du tir, le levier se brisait, transformant l'arme en un piège mortel pour les siens. Mais c'est précisément ce danger qui faisait de l'onagre un symbole de l'Empire romain lui-même, puissant, calculateur, et pourtant mortellement vulnérable lorsque sa propre puissance échappait à tout contrôle. Ainsi, les Romains comprirent, maîtriser la force, c'est apprivoiser une bête sauvage. Et chaque fois qu'ils plaçaient leur machine sur une nouvelle position, ils semblaient demander au ciel s'il supporterait encore un coup. Lorsque les premiers rayons du soleil touchaient le camp romain, des dizaines de machines en bois étaient déjà en position. L'air sentait la poix, la sueur et le fer. Le centurion parcourait lentement les rangs. Il vérifiait les cordes, ordonnait de remplacer les poutres fissurées, grondait ceux qui avaient mal graissé les faisceaux. Le matin du siège commençait comme un rituel sacré. Chaque erreur pouvait coûter la vie. En bas, sous les murs, les défenseurs faisaient du bruit, lançant des insultes et des flèches.
Mais dans le camp de Rome régnait le silence. Seul un léger grincement des treuils et le souffle régulier des légionnaires tendant les cordes le rompaient. Et quand la première pierre fut levée dans la fronde, il semblait que la terre elle-même retenait son souffle. Les historiens écrivaient que les Romains commençaient le bombardement à l'aube, lorsque le soleil frappait les yeux des ennemis. La lumière aveuglait les défenseurs, et les pierres volant de l'éclat semblaient être des messagers des dieux. La tactique était impeccable. Plusieurs onagres tiraient à tour de rôle pour créer un rythme d'impact ininterrompu. Chaque pierre tombait du ciel quelques secondes après la précédente. Cette pluie de pierres brisait les murs, les tours et la volonté humaine. C'est alors que les Romains ont utilisé le concept de batterie, un groupe de machines agissant de manière synchrone. L'un des termes les plus importants décrivant ce processus est la baliste. C'était la sœur aînée de l'onagre, lançant non pas des pierres, mais des flèches et des lances. Si l'onagre brisait les murs, la baliste frappait les hommes. Ensemble, ils créaient un duo mortel, où le son de l'impact et le sifflement des flèches se fondaient en un seul orchestre de destruction. Les scientifiques modernes notent que lors d'un siège typique, jusqu'à 20 machines de chaque type pouvaient être utilisées. Pour l'ennemi, c'était l'équivalent d'une catastrophe naturelle. Les pierres s'abattaient d'en haut et les boulons de fer transperçaient tout ce qui bougeait en bas. Tite-Live écrivait que lors du siège de Philippopolis en Asie mineure, les boulets de pierre des onagres abattaient les créneaux des remparts, les réduisant en poussière. Chaque tir coûtait cher, les pierres devaient être extraites, polies, ajustées à la taille. Mais les faits justifiaient tout. En une journée, une batterie pouvait lancer des centaines de projectiles. Les archéologues ont trouvé, près des anciens camps, des tas de pierres sphériques de diamètre identique. C'étaient les munitions de l'Antiquité. Elles étaient fabriquées à l'avance et stockées à côté des machines, comme les obus d'artillerie modernes. Les Romains connaissaient le prix de la rapidité. Pour maintenir le rythme, ils organisaient des détachements spéciaux composés d'esclaves et de soldats auxiliaires. Ces hommes apportaient les projectiles, remplaçaient les pièces cassées, tendaient les faisceaux. Le travail était infernal. Chaleur, poussière, rugissement. Les légionnaires subissaient souvent des brûlures dues aux fixations métalliques incandescentes, et leurs mains étaient lacérées par les fibres des tendons. Mais la discipline ne permettait pas de s'arrêter. L'ordre du centurion était bref. Tendere, tendre, et aussitôt, des dizaines de mains s'emparaient des treuils. Les calculs modernes montrent que le rythme de tir moyen d'un onagre était d'un coup toutes les 2 minutes. Cela était suffisant pour détruire un mur en une journée. Mais les Romains ne se pressaient pas. Ils modifiaient méthodiquement l'angle de tir, étudiaient la réaction de l'ennemi. Les machines frappaient non seulement les fortifications, mais aussi les cours intérieures, provoquant des incendies. Les pierres, imprégnées de poids, s'enflammaient à l'impact. Ainsi, ils transformaient le siège en une tempête de feu. Dans les camps romains, il existait un ordre de sécurité strict. Personne n'avait le droit de se tenir derrière l'onagre. Lors du tir, le levier rebondissait avec une force monstrueuse. Les chroniques décrivent des cas où un soldat fut décapité d'un seul coup de poutre. C'est pourquoi les Romains plaçaient des boucliers et des clôtures en bois à proximité pour contenir le recul. Ce danger mortel engendrait un respect particulier. Les légionnaires disaient que l'onagre exigeait obéissance et bravoure, comme un dieu capricieux. Selon le témoignage de Tacite, les ingénieurs observaient longuement la trajectoire des pierres, notant où elles tombaient. Après chaque salve, ils déplaçaient la machine de quelques coudées pour affiner l'angle. Tout se déroulait avec une précision étonnante. Même le vent et l'humidité étaient pris en compte. Les guerriers vérifiaient la tension des faisceaux avant chaque tir. Cette obsession de la précision distinguait les Romains de tous leurs ennemis. Leur force ne résidait pas dans la surprise, mais dans l'inéluctabilité. Et pourtant, quand le fracas des pierres cessait, le champ de siège se transformait en un paysage de peur. Les murs béaient de trous, des corps gisaient en bas, et les Romains relevaient déjà de nouvelles pierres. Ils savaient que chaque forteresse tomberait, ce n'était qu'une question de temps. Cette prise de conscience les rendait presque impitoyables. Le soir, autour des feux de camp, les légionnaires disaient « L'âne sauvage ne dort pas tant qu'il n'a pas brisé la pierre ». Et dans ces mots, il n'y avait pas seulement une plaisanterie, mais la philosophie de l'Empire. C'est alors qu'à Rome naquit une nouvelle conception de la guerre, non pas comme un accès de rage, mais comme un art du calcul. L'onagre devint le symbole de cette époque, où la volonté humaine s'unissait à la logique froide de la mécanique. Mais plus l'arme devenait puissante, plus une autre force se rapprochait des Romains, leur propre orgueil, prêt un jour à frapper aussi soudainement que l'âne sauvage à l'aube. La poussière montait en colonne, le soleil frappait les yeux, et l'air tremblait de chaleur et de bourdonnement.
Là où se dressait autrefois une ville majestueuse, il ne restait plus que des murs percés et de la fumée. C'était le moment où l'onagre révélait toute sa puissance monstrueuse. Les pierres tombant du ciel détruisaient tout, colonnes, portes, temples. Le siège se transformait en une lente annihilation. Les historiens écrivaient que pendant les campagnes de Trajan en Orient, de telles machines étaient utilisées partout. Chaque forteresse, chaque tour connaissait ce son. Le coup rauque du levier, le sifflement de l'air et le fracas sourd de la pierre qui tombe. Les Romains ne tiraient pas au hasard. Chaque coup avait un but, calculé au coup de près. Les murs portaient des entailles de taille identique, comme si une seule main invisible les avait travaillés. La précision était la responsabilité d'un officier, appelé centurion d'artillerie. Il était formé à la géométrie, à la mesure des angles et au calcul de la portée. Il disposait d'instruments spéciaux, équerres et règles en bois avec des graduations, permettant de construire la trajectoire. Ces outils d'apparence simple transformaient la guerre en science. Le point culminant de tout siège survenait lorsque les murs commençaient à se fissurer. Les pierres, pesant 25 kg, tombaient d'une hauteur de dizaines de mètres et perçaient la maçonnerie comme un couteau dans du beurre. Le vacarme était tel que les voies s'y noyaient. La terre tremblait sous les pieds. Et à l'intérieur de la forteresse, tout se transformait en chaos. Les défenseurs s'agitaient, essayant de colmater les brèches, mais chaque rapiessage était aussitôt pulvérisé par un nouvel impact. Tite-Live écrivait que lors de l'assaut en Arménie, une tour de calcaire blanc s'effondra après la 30e salve. Le mot même siège en latin se disait obsidio, encerclement, pression. Et c'est précisément la pression, et non la surprise, qui était la principale arme de Rome. Les légionnaires n'aspiraient pas à des victoires rapides. Ils pressaient, méthodiquement et inéluctablement, jusqu'à ce que l'ennemi s'effondre de l'intérieur. L'onagre est devenu l'incarnation de ce principe. Une machine qui ne connaît pas la fatigue. On pouvait la réparer, changer les cordes, renforcer les leviers, mais le rythme de ses coups restait le même. Mesuré, froid, comme le pouls de l'Empire. Les découvertes archéologiques confirment les récits des auteurs antiques. Dans la région de Numance, ancienne forteresse en Espagne, des dizaines de pierres rondes aux bords ébréchés ont été trouvées, traces d'impact contre les murs. Certains boulets conservent encore des restes de la poix dont ils étaient enduits pour une plus grande solidité. Les scientifiques supposent que ces boulets appartenaient précisément aux onagres romains de l'époque des Scipions. Ainsi, sous la couche de poussière, les archéologues ont trouvé non pas simplement une arme, mais des traces de pensée, incarnées dans la pierre. La maîtrise tactique des Romains se manifestait dans leur capacité à combiner différents types d'armes. Les onagres frappaient les murs, les balistes, les tours et les scorpions, la force vive. Le scorpion, une version plus petite de la baliste, lançait des boulons de fer d'1 mètre de long. Ces machines se tenaient plus près de la ligne de front, protégeant les légionnaires qui apportaient les pierres. Tout le siège ressemblait à une mise en scène théâtrale, où chaque mécanisme avait sa place et chaque soldat connaissait son rôle. Pendant que les pierres déchiraient les murs, à l'abri de la fumée et de la poussière, les sapeurs s'approchaient des murs. Ils creusaient des sapes, incendiaient des poutres, installaient des béliers. Et tout cela se déroulait sous le grondement des onagres. Ces machines ne faisaient pas que détruire, elles détournaient l'attention, créaient du bruit, empêchaient l'ennemi d'entendre les pas des légionnaires qui approchaient. C'était une horreur symphonique, où chaque détail contribuait à l'effet général. Mais la puissance avait un prix. À chaque tir, la machine subissait une énorme contrainte. Après plusieurs dizaines de salves, les poutres se fissuraient, les faisceaux s'étiraient, et les ingénieurs étaient contraints de démonter la structure en remplaçant des pièces. Cela prenait des heures, parfois des jours. Néanmoins, les Romains avaient toujours une réserve de cordes, de crampons de fer, de poids. Leur logistique était stupéfiante. Pour un siège majeur, il leur fallait jusqu'à 300 tonnes de matériaux. Tout cela était livré par des caravanes depuis l'arrière. Les légionnaires eux-mêmes vivaient aux côtés de ces machines pendant des semaines. Ils s'habituaient à leur son comme d'autres s'habituent à la pluie. Les pierres tombaient sur les murs avec un certain rythme, et avec le temps, ce rythme devenait la musique de la guerre. Les soldats savaient, tant que l'âne rugit, l'Empire est vivant. Ce son devint une partie de leur foi, dans l'ordre, dans la force, dans l'éternité de Rome. Tacite mentionnait que certaines légions ornaient même leurs onagres. Ils y peignaient des symboles, y inscrivaient des devises latines. Non cedit, il ne cède pas. Ultima manus, le coup final. Ces inscriptions n'étaient pas de la bravade. C'était une manière de se rappeler que la machine était le prolongement de l'homme. Et tant que l'homme est précis et infatigable, son arme vivra aussi.
Lorsqu'enfin les murs de la ville assiégée s'effondraient, les Romains ne se précipitaient pas à l'intérieur. Ils attendaient que la poussière retombe, que l'ennemi perde définitivement son courage. Ce n'est qu'ensuite, sous les cris des trompettes et des tambours qu'ils avançaient. Le fracas des pierres s'apaisait, et le silence semblait encore plus terrible. Car chacun savait, demain ce son se répéterait, devant un nouveau mur sous un autre soleil. Rome avançait, et l'âne sauvage se préparait de nouveau à bondir. Quand la poussière retombait et que les murs s'effondraient enfin, le dernier acte du siège romain commençait. L'entrée de la ville était ouverte, mais le silence ne signifiait pas la fin. L'onagre s'arrêtait, comme une bête ayant exécuté un ordre. Son levier s'abaissait lentement, et les soldats s'approchaient de la machine comme d'un être vivant, prudemment, avec respect. Ils savaient, la veille encore, cette bête de bois décidait du destin de milliers de personnes. Les historiens notent qu'après la fin du siège, les ingénieurs examinaient minutieusement chaque détail de la machine, comme des prêtres examinant les restes d'une victime. Si l'onagre avait survécu et n'avait pas été endommagé, il était considéré comme béni. À ce moment, Rome célébrait non seulement la victoire, mais aussi le triomphe de l'ingéniosité. L'Empire ne reposait pas sur le hasard, mais sur le calcul. Même la destruction était pour eux mathématique. Lorsque les débris des murs tombaient à l'intérieur de la ville, les Romains savaient déjà où ils installeraient le camp, comment ils construiraient l'aqueduc, où ils érigeraient le forum. Les pierres, qui étaient récemment des armes, devenaient maintenant des matériaux de construction pour une nouvelle province. Ainsi, la guerre se transformait en une continuation de l'architecture. L'une des descriptions les plus frappantes des conséquences de l'utilisation des onagres est mentionnée par Ammien Marcellin, qui écrivait sur la destruction d'Amida au IVe siècle de notre ère. Il notait que « les pierres tombaient du ciel, comme si Junon elle-même les lançait de l'Olympe ». Ce n'était pas seulement une image, mais la réalité du champ de bataille antique. Maisons en feu, cadavres sous les ruines, le silence après la tempête. Les guerriers, debout à côté des machines, ne se réjouissaient pas. Ils regardaient les ruines et comprenaient que c'était le résultat de leur travail, précis comme celui d'un charpentier, mais impitoyable. Ici, il convient d'introduire le concept de legio fabrum, la légion d'ingénieurs. Ce n'étaient pas de simples soldats, mais des spécialistes, des constructeurs et des artisans. Ils concevaient les machines, calculaient la résistance des poutres, veillaient à la tension des cordes. Entre leurs mains, la guerre se transformait en métier. Sans eux, aucun onagre ne se serait dressé, aucune salve n'aurait retenti. Les Romains disaient « ce n'est pas l'épée qui gagne, mais l'esprit qui tend la corde ». Après le siège, les machines étaient démontées. Les pièces en bois précieux, frênes, chênes, hêtres, étaient récupérées pour être réutilisées. Les faisceaux de cuir étaient remplacés par de nouveaux, et les éléments métalliques étaient reforgés. C'était un cycle fermé. La guerre se nourrissait d'elle-même. Dans les grandes garnisons, il existait des ateliers où des dizaines d'onagres semi-démontés étaient constamment présents, prêts pour une nouvelle campagne. Les archéologues y ont trouvé des outils, des plans, des fragments de levier, et tout cela confirmait. Rome créait un système de production d'armes en continu, des siècles avant l'ère industrielle. Mais derrière tous ces calculs, il y avait des hommes. Des soldats qui, pendant des mois, tiraient de lourdes poutres, dormaient à même le sol, mangeaient une ration de pain, de vin et de viande salée. Chacun d'eux portait une armure de 20 kg et devait en même temps manipuler une machine dont le seul levier pesait 3 fois plus. Ils étaient à la fois bâtisseurs et destructeurs. Dans leurs yeux, il n'y avait pas de haine, seulement l'habitude. Rome leur avait appris à voir dans la destruction une partie de l'ordre. Dans certaines campagnes, selon le témoignage de Cassius Dion, les ennemis tentaient d'utiliser leurs propres onagres contre les Romains. Mais le plus souvent, cela se terminait en catastrophe. Les machines mal calculées se brisaient et les projectiles tombaient directement dans leur propre rang. Les Romains, eux, pouvaient se permettre ce que personne n'avait, la stabilité. Leurs machines étaient construites selon des standards. La taille du levier, la longueur du faisceau, la masse de la pierre, tout était identique. De sorte que n'importe quel ingénieur pouvait assembler un onagre de mémoire, comme un légionnaire connaît sa formation. L'impact psychologique de cette arme n'était pas moindre que son impact physique. Même après la prise d'une ville, les Romains laissaient plusieurs machines en vue, afin de maintenir les vaincus dans la peur. L'onagre n'était plus seulement un moyen de guerre, il était devenu un symbole de pouvoir. Il était représenté sur des bas-reliefs, frappé sur des monnaies, et parfois installé sur les forums en mémoire de grandes victoires.
Pour les Romains, c'était un monument à leur propre intelligence. Mais chaque symbole a son revers. Progressivement, la dépendance aux machines commença à changer l'armée elle-même. Là où autrefois la vaillance du guerrier décidait, c'est désormais la mécanique qui l'emportait. Les commandants se fiaient de plus en plus aux ingénieurs et non à la bravoure. César voyait encore la guerre comme un art de la manœuvre, mais ses héritiers comme un jeu de chiffres et d'angles. Avec chaque nouvel onagre, Rome devenait plus froide, plus rationnelle, plus précise. Et pourtant, dans cette précision se cachait aussi sa vulnérabilité. L'Empire, habitué à contrôler chaque levier, se heurterait un jour à un ennemi contre lequel les calculs ne seraient d'aucune aide. Là où ce n'est pas la physique qui décide, mais l'esprit. Et alors, l'âne, jadis symbole de force, se transformerait en un rappel. N'importe quelle machine ne peut être tendue que jusqu'à sa limite, après quoi elle se brise. Au fil des années, l'onagre devint plus grand, plus lourd, plus parfait. Mais plus l'arme se perfectionnait, plus le sens de son utilisation s'éloignait de l'homme. Rome transformait la guerre en un rituel, prévisible, affûté, froid. Les pierres s'envolaient selon une parabole décrite par la main du géomètre et tombaient sur la tête de ceux qui ne connaissaient pas l'algèbre. Ainsi l'Empire prouvait sa supériorité, non seulement par la force, mais aussi par le nombre, la formule, la précision. Et pourtant, dans cette perfection se cachait déjà la fin. Lorsque l'Empire commença à se fissurer de l'intérieur, les onagres se tenaient encore sur les murs, mais ils défendaient désormais Rome, au lieu de conquérir des villes étrangères. Les vieux mécanismes, jadis fierté des légions, pourrissaient sur les tours, leurs cordes se relâchaient, et personne ne savait comment les retendre correctement. La tradition de l'oubli atteignit même les ingénieurs. Les formules se perdirent, les traités tombèrent en poussière. Au 5e siècle de notre ère, les chroniqueurs écrivaient que lors du siège de Rome même, les machines restantes tiraient de manière inégale, comme des vieillards ayant perdu la mémoire. Lorsque les barbares firent irruption dans la ville, ils virent ces mastodontes et ne comprirent pas comment les utiliser. Les crampons de fer étaient rouillés, les faisceaux pourris, les leviers cassés. Ce qui avait été autrefois l'incarnation de l'ordre s'était transformé en un tas de bois et d'ossements. Il y avait là quelque chose de symbolique. L'âne, qui pendant des siècles avait déchiré les murs, se retrouvait lui-même lié par le temps. La machine, qui servait le pouvoir, ne pouvait exister sans lui. Et pourtant, dans les ruines des ateliers antiques, parmi les débris et le sable, des traces ont subsisté. Des clous, des morceaux de bronze, polis par les coups constants. Plus tard, au Moyen Âge, les hommes réinventèrent les machines de jet, sans savoir qu'ils répétaient l'idée romaine. Ils leur donneraient de nouveaux noms, trébuchets, mangonneaux, mais le principe resterait le même. L'ombre de l'onagre continuerait à vivre dans chaque nouvelle invention. Ainsi, l'âne sauvage, symbole de destruction, se transforma en symbole de mémoire. Rome tomba, mais sa technique survécut à ses créateurs. L'onagre devint une métaphore de la civilisation qui croyait pouvoir contrôler n'importe quelle force, jusqu'à ce qu'elle comprenne que la force exige non seulement du calcul, mais aussi de la mesure. Et peut-être, à l'instant où la dernière machine se brisa en deux, l'idée de l'infaillibilité de l'Empire fut à jamais enterrée sous ses décombres.